Bonsoir YouTube, ici Largo sur la chaîne Livre Adventure TV. Et aujourd'hui, c'est une vidéo de présentation d'un nouveau livre dont vous êtes le héros. Ce soir, c'est Les Tisseurs d'Orage, un livre-jeu solo de Paweł Diemski. Donc, vous pouvez le constater, c'est un format inédit pour un livre puisqu'il s'agit d'une boîte. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, un avertissement sans frais. Ce livre-jeu est assez cher puisqu'il vaut dans le commerce près de 70 €. Donc il y a un petit peu de matériel dedans, mais à savoir est-ce que ça vaut 70 €, je ne suis pas sûr, je l'ai acheté d'occasion. Une fois cet avertissement fait, je vous donne rendez-vous juste après le générique pour l'ouverture de cette boîte. Alors, les tisseurs de rage, que voici. On va ouvrir la boîte ensemble. Donc c'est une vidéo de présentation, ce n'est pas une vidéo de test. Nous avons donc un épais livre avec un petit résumé au dos. Vous êtes un intrépide guerrier nain, parti au secours de votre ami à travers les plaines gelées du Nord. Ce livre vous guide dans une aventure épique où vos choix déterminent votre destinée. Les plateaux de combat et les pions fournis vous permettent d'illustrer les combats les plus intenses de votre expédition. Alors, comme vous pouvez le constater, on va avoir des plateaux de jeu. On va regarder ça tout de suite. Alors, avant d'aborder le reste de la boîte, je voulais juste regarder combien de paragraphes on avait. Donc apparemment, c'est divisé en chapitres. Vous voyez, là, on est dans l'épilogue. Il y a différentes choses. Et la partie principale, je crois que... J'ai jeté un œil, hein, pour tout vous dire. Voilà, on est à 263 paragraphes pour la partie principale. Et puis, on va avoir un certain nombre de cartes dans le jeu. Mais en plus des cartes que l'on va trouver dans le livre, donc on a un petit pense-bête qui est identique d'un côté comme de l'autre. Nous avons une fiche, en l'occurrence deux fiches de personnages, ma foi, dont je ferai la photocopie. Et puis au dos, on peut décider une carte d'Ulgar. Et puis, nous avons bien, des standees, comme ceci. Bon, ma foi, qui sont assez bien dessinés. Peut-être un boss ici, à voir. Et donc on a la figurine du personnage, donc la personne à qui je l'ai acheté, de toute évidence, l'a peinte, et puis c'est très bien, parce que comme ça, je n'aurai pas à le faire, et ma foi, la peinture est tout à fait raisonnable. Hein. Moi, elle m'ira très très bien. Et puis on a un certain nombre donc de terrains sur lesquels on va pouvoir venir placer nos standees et notre figurine pour les combats. Donc c'est recto verso. Donc ça correspond au dos du livre. Je ne sais pas si je dois tous vous les montrer. Donc c'est joli, c'est coloré, c'est assez sympa. Il n'y en a pas énormément, c'est juste ça. Donc voilà pour le contenu de la boîte, ma foi. Et puis si vous êtes d'accord, on va jeter un œil au début de ce livre pour savoir de quoi ça parle. Ah, bon, ça c'est la même chose que ce qu'on a vu. Ok, ça se balade un peu dans la boîte. En tout cas, belle édition avec donc une couverture cartonnée et bien reliée avec un marque-page. C'est très très sympa. Un livre qu'on a plaisir à prendre en main. Alors, contenu et les règles du jeu. Les Tisseurs d'Orage est une aventure solo qui se présente sous la forme d'un livre-jeu dans un univers de fantasy. C'est une histoire dont vous êtes le héros. Vos choix vous mèneront à l'une des fins possibles ou à la mort glorieuse de votre personnage. Êtes-vous prêt à relever le défi? Vous incarnez Timin, un nain mercenaire. Avant de commencer votre aventure, vous devez définir les caractéristiques de votre personnage
et les noter sur la fiche qui se trouve à la fin du livre. Par ailleurs, nous vous conseillons de dessiner une carte du monde au fur et à mesure de votre avancée. Un espace est réservé à cette fin aux côtés de la fiche de personnage. Pour personnaliser le style de jeu de Timine, selon vos préférences, vous allez lui attribuer des points supplémentaires en dextérité et en sagesse. Ces caractéristiques peuvent évoluer au fil de votre aventure. Vos caractéristiques initiales sont les suivantes. La vitesse, qui est de 2 par défaut, la dextérité est de 5 par défaut et on peut lui attribuer de 0 à 4 points. La sagesse est de 5 par défaut et on peut lui attribuer de 0 à 4 points aussi supplémentaires. On a un coefficient d'armes, on commence à 0, un coefficient d'armure qui commence à 0, on a 20 points de vie et 50 pièces d'or. On dispose de 4 points initiaux qu'on va pouvoir répartir entre la dextérité et la sagesse au début de l'aventure. Très bien, donc la dextérité c'est la force physique, la sagesse c'est l'intelligence, on va le comprendre comme ça, et donc on peut mettre 4 points sur la dextérité et 0 sur la sagesse, ou une combinaison de ce que vous voulez. Attention, si vos points de vie tombent à 0 ou moins, rendez-vous au paragraphe 225 dans la frontière nord, 110 dans Erin Go, Brash, 69 si vous tombez au combat, ou 70 si vous êtes mort hors combat, dans l'épilogue. Donc on a un paragraphe différent selon l'endroit où on perd. Des tests de caractéristiques. Certains paragraphes vous demanderont de tester l'une de vos caractéristiques. Par exemple, tester votre sagesse. Pour ce test, vous devez effectuer un jet de dés, ou un pile ou face, voire pile ou face. Pour que le test soit une réussite, la somme de vos dés doit être inférieure ou égale à la valeur de la caractéristique testée. Dit autrement, plus le résultat des dés est faible, meilleures sont vos chances. Une valeur de caractéristique élevée vous garantit des succès plus fréquents. Blessure. Lorsque Timine est blessé, les tests sont plus difficiles. Si vous avez moins de 10 points de vie, mais plus de 4, vous devez ajouter une pénalité de plus 2 au résultat de vos dés. Si vous avez 4 points de vie au moins, vous devez ajouter une pénalité de plus 4 au résultat de vos dés. Ok, modificateur, très bien. Rappel, si le résultat des dés est supérieur à la valeur de caractéristique testée, c'est un échec. Ok, si c'est égal, c'est réussi, c'est ça qui compte. Pile ou face. Eh bien là, on peut faire des tests pile ou face. Alors, ils nous font tout un speed sur les pièces de monnaie, mais je crois que on va prendre un dé à 6 faces et puis ça sera aussi simple. Combat. Il existe 2 types de combats dans les tisseurs de rage. Les affrontements contre plusieurs adversaires à jouer sur le plateau de jeu ou les duels contre un seul ennemi à jouer sans plateau. Les consignes données pour chaque combat indiquent également les caractéristiques des ennemis et le type d'affrontement auquel vous avez affaire. Elles définissent également le type de combat qui vous attend et les règles spéciales qui s'y appliquent, qui ont priorité sur les règles génériques le cas échéant. Si le combat se déroule sur un plateau, les consignes vous indiqueront aussi le terrain et les figurines à utiliser. Combat sur plateau, c'est-à-dire avec plusieurs adversaires. Donc là, on rentre dans le cœur de l'ouvrage, enfin le point fort de l'ouvrage, c'est-à-dire des combats avec figurines dans un livre-jeu, et ça risque d'être un peu plus détaillé que ce dont on a l'habitude. Vous pouvez penser que c'est une bonne ou une mauvaise chose selon votre style de jeu. Alors forcément, si vous aimez des choses un peu plus simples, eh bien, peut-être que c'est pas forcément fait pour vous, mais si vous voulez un peu plus de tactique, et moi ça me paraît intéressant, sur ce livre, la tactique, eh bien, ce tisseur de rage vont pouvoir vous intéresser. En combat, Timine a toujours l'initiative et joue en premier, sauf si le paragraphe en question indique le contraire. L'ordre des ennemis est indiqué dans le paragraphe. Lors d'une manche de combat, chaque personnage joue un tour. Lors de son tour, un personnage peut se déplacer ou non, puis attaquer ou non. La phase de déplacement survient toujours en premier lors du tour d'un personnage. Ensuite vient la phase d'attaque. Timine aura parfois des alliés qui lui garantiront des effets spécifiques. Chaque manche est donc composée de plusieurs phases consécutives de déplacement ou d'attaque. Timine se déplace et combat, puis son premier adversaire se déplace et combat, puis son deuxième, et ainsi de suite. Et quand tous les participants ont joué, la manche se termine. Phase de déplacement de Timine. Déplacer Timine à hauteur de sa valeur de mouvement. Il est possible de
n'en faire qu'une partie ou de ne pas se déplacer. On démarre avec 2, je vous rappelle. Phase d'attaque de timide, attaque normale, attaque spéciale ou pas d'attaque. Phase de déplacement de l'ennemi numéro 1. Phase d'attaque de l'ennemi numéro 1. Et ainsi de suite. La manche s'achève lorsque tous les combattants ont effectué leurs actions. La première manche est suivie d'une deuxième, puis d'une troisième, etc. Jusqu'au moment indiqué dans les consignes du combat concerné ou jusqu'à la mort de tous les ennemis ou du timide. Les conséquences de l'issue de combat sont également détaillées dans les consignes correspondantes. Phase de déplacement. Le personnage peut se déplacer en ligne droite, nord, sud, est et ouest. Pour déplacer un personnage, déplacer sa figurine sur une case orthogonalement adjacente. Les cases situées en diagonale ne sont pas adjacentes. Lors de la phase de déplacement, un personnage peut se déplacer d'autant de cases que sa valeur de vitesse, ou moins, même lorsqu'il est adjacent à des ennemis. Donc il n'y a pas de zone de contrôle, autrement dit. Un personnage ne peut pas traverser un obstacle tel qu'un mur, un pilier, une table, sauf les instructions données dans le paragraphe qui correspond au combat le permettent. Un personnage ne peut pas traverser une case occupée par un autre personnage. Ça paraît logique. Les ennemis chercheront toujours à se déplacer au plus vite sur une case adjacente à Timine pour l'attaquer, sauf instruction contraire. Lorsque vous résolvez les déplacements ennemis, faites en sorte que les ennemis empruntent le chemin le plus rapide vers Timine, même s'il faut contourner un obstacle. Phase d'attaque. L'attaquant est le personnage dont la phase est en train d'être jouée. Le défenseur est le personnage ciblé par l'attaquant. Il est possible d'attaquer les ennemis. Il est uniquement possible d'attaquer les ennemis. Ces derniers doivent se trouver sur une case voisine adjacente à celle sur laquelle se trouve le personnage. Les cases diagonales ne comptent pas comme des cases adjacentes. Les personnages peuvent attaquer un seul ennemi par phase d'attaque, sauf si les consignes du combat indiquent clairement le contraire. Déroulement de l'attaque. Définir la valeur d'attaque. Pour cela, jeter un dé à 6 faces. Pour l'attaquant, ajouter la dextérité au résultat et appliquer les éventuels modificateurs indiqués dans les instructions du combat. Par exemple, si Timine a 6 en dextérité et le résultat est 4, la valeur est de 10. Définir la valeur de défense. Pour cela, jeter un dé à 6 faces. Pour le défenseur, ajouter sa dextérité au résultat et appliquer les éventuels modificateurs indiqués dans les instructions du combat. Par exemple, si l'ennemi a 6 de dextérité et le résultat du lancer est de 2, la valeur de défense est de 8. Comparez les deux résultats. Le personnage qui obtient le meilleur résultat remporte la phase d'attaque. Ce peut être le défenseur, voire le point suivant. Son adversaire perd la phase d'attaque. Par exemple, si Timide obtient 10 en attaque et que le défenseur obtient 8, Timide remporte la phase d'attaque et son attaque réussit. Vous pouvez donc maintenant attribuer les dégâts. En cas de match nul, aucun dégât n'est infligé. Personne ne gagne ni ne perd et la phase d'attaque est terminée. Il est important de noter que l'attaquant peut subir des dégâts sur une attaque qu'il a initiée si le défenseur obtient un meilleur résultat que lui. Dans ce cas, on déterminera les dégâts infligés par le défenseur à l'attaquant en comparant le coefficient d'armes du défenseur au coefficient d'armure de l'attaque, en plus de la différence de résultat. En d'autres termes, si Timine attaque lors de son tour mais perd la phase d'attaque, il subit les dégâts infligés par l'arme de son ennemi. Voyez votre attaque comme une passe d'armes. Votre ennemi ne reste pas passif pendant votre tour et si vous le manquez, lui ne vous manquera pas. Ce système est différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude d'expérimenter, mais il a l'avantage de rendre les choix tactiques de chaque combat cruciaux tout en limitant les lancers de dés. En 5, on va comptabiliser les dégâts. Calculer la différence entre le score d'attaque du gagnant et le score de défense du perdant. Ajouter le coefficient d'armes du gagnant à ce résultat. Soustraire le coefficient d'armure au résultat ainsi obtenu. Retrancher le score ainsi obtenu au point de vie du perdant. Ça, c'est, ma foi, super classique. Ajouter au résultat ainsi calculé les dégâts supplémentaires éventuels subis, par exemple si le personnage est repoussé ou tombe sur un obstacle ou sur un autre combattant. Si la quantité de dégâts reçus est supérieure ou égale à 3, l'ennemi est repoussé. Voir attaque spéciale ci-dessous. On trouvera un exemple à la fin de ce livre. Alors, ajouter au résultat de ainsi calculer les dégâts supplémentaires éventuels subis par exemple si le personnage est repoussé ou tombe sur un obstacle. Ok, j'ai compris. Cela peut sembler complexe à première vue, mais rassurez-vous, une fois que vous aurez appris
la séquence de la manche, les tours de jeu s'enchaînent rapidement. Nous avons simplement pris la peine de vous décrire chaque étape aussi clairement et précisément que possible afin d'éviter de nouvelles erreurs de règles. Souvenez-vous que par défaut, le paragraphe que vous lisez a toujours priorité sur les règles génériques. Les manches gagnées et les manches perdues. Certains paragraphes vous renvoient vers une issue différente selon que vous gagnez ou perdez la manche. Dans ce cas, vous devez déterminer si Timine a infligé des dommages à l'ennemi au cours de cette manche et s'il a été touché, qu'il ait ou non reçu des dégâts. Si Timine a infligé des dégâts et n'a pas été touché, on considère qu'il a remporté la manche. Dans tout autre cas, la manche est perdue, même si Timine finit par gagner le combat. Ou s'il inflige des dégâts mais se fait toucher même sans subir de dégâts, on considère que la manche est perdue. C'est une distinction importante car certains paragraphes peuvent déclencher des événements spéciaux selon le résultat de chaque manche. Notez que Timine peut très bien remporter plusieurs phases d'attaque de la même manche et perdre la manche. Il suffit pour cela qu'il soit touché par l'adversaire. Attaque spéciale. Donc on peut faire des attaques sournoises. Pour effectuer une attaque sournoise, testez votre sagesse. Si vous réussissez le test, résultat inférieur ou égal à votre sagesse, vous infligez immédiatement 3 points de dégâts à l'ennemi, quel que soit son coefficient d'armure. Si vous échouez, résultat supérieur à votre sagesse, vous recevez immédiatement 3 points de dégâts, quel que soit votre coefficient d'armure. Vous pouvez effectuer une attaque sournoise à la place d'une attaque normale. Est-ce que notre nain ne serait pas un peu voleur sur les bords? Ce sont les voleurs qui font des attaques sournoises. On peut charger, alors ça c'est plus dans la typologie du nain. Lorsqu'un attaquant porte une attaque directement après avoir fait un déplacement d'au moins 2 cases en ligne droite, il bénéficie d'un bonus de charge de +1 au résultat de son jet d'attaque. Ce n'est pas un dégât supplémentaire, mais simplement un bonus de +1 au jet de dés. On peut repousser un ennemi. Si les dégâts reçus sont supérieurs à 3, l'ennemi est repoussé. Éloignez la figurine du personnage qui a reçu les dégâts de 2 cases en ligne droite par rapport au personnage qui a infligé les dégâts, de manière à l'éloigner du combat. Si un obstacle se trouve sur le chemin de l'ennemi à se repousser, le personnage repoussé s'arrête devant l'obstacle mais perd 1 point de vie supplémentaire. Pour certains combats, les conditions supplémentaires peuvent s'appliquer. Elles sont alors indiquées dans les consignes. Encerclement. Si 2 ennemis ou plus se trouvent sur les cases adjacentes à Timine, il est encerclé. Sa dextérité diminue le nombre d'ennemis qui l'encerclent -1. Donc -1 avec 2 ennemis, -2 avec 3 ennemis, -3 s'il est complètement encerclé. Attention, les cases diagonales ne comptent pas. Et ensuite, on a le combat sans plateau. Pardon. Si vous affrontez un seul ennemi, le combat se déroule sans plateau. Les caractéristiques de l'ennemi seront alors indiquées dans les consignes du combat. Le combat se déroule exactement comme avec un plateau, mais il n'y a pas de phase de déplacement ni d'attaque spéciale liée au déplacement, mis à part l'attaque sournoise. On peut faire une attaque sournoise. Les manches sont comptées comme d'habitude. Timine et son ennemi attaquent tout simplement chacun à leur tour, en commençant par Timine, sauf instruction contraire. Alors, on a un exemple de combat. Je vous laisse faire un gros plan si ça vous intéresse. Bon, ça paraît assez clair et, ma foi, assez intéressant, parce que ça change de notre habileté, notre endurance classique, et c'est plutôt sympa. Donc là, on a une première manche, une deuxième manche, et puis voilà. Donc, je vous laisse lire si ça vous intéresse. Je ne vais pas trop m'attarder sur cette lecture pour ne pas que ce soit trop long. Pour l'instant, ça paraît super intéressant. Alors, au passage, je remarquais au dos, eh bien, le logo de Desolo, une chaîne que je connais, celle-là aussi, je crois. Et puis livre-jeu, une chaîne assez intéressante qui fait la critique, eh bien, tout au moins la présentation de l'ensemble des livres-jeux, que ce soit adultes comme celui-ci ou des livres enfants, bon, ce qui personnellement ne m'intéresse pas. Alors, ce que j'ai à dire sur cette chaîne est très sympathique, le youtubeur, mais je le trouve assez bon public. Je pense que parfois il reçoit les livres gratuits et puis qu'il a du mal à en faire une mauvaise critique parce que je suis tombé là récemment sur un espèce de livre-jeu là qu'on a vu partout à Noël là avec des bon, je me souviens plus du titre, mais c'est pas bon du tout, et là il en a fait une bonne critique. Bon, c'était juste un petit aparté comme ça
Vous savez, je suis très sensible à l'objectivité des youtubeurs sur le net parce que c'est une source d'information et elle a tendance à être dévoyée. Et ça, c'est pas bien du tout. Bon, bref. Les tisseurs d'orage, la frontière du Nord, introduction. On rentre dans le vif du sujet avec notre premier paragraphe, si vous le voulez bien. Après 5 jours de marche forcée, vous avez l'impression d'avoir des enclumes à la place des pieds. Des enclumes douloureuses. Il y a 6 mois, vous avez rejoint la compagnie naine libre au service du roi Hernan. Avec elle, vous avez arpenté la Flandre en long et en large, mais vous ne vous êtes toujours pas habitué au rythme imposé par les vétérans. Vos compatriotes de Calédonie forment le gros de la compagnie. Ils marchent fièrement, vêtus de kilts à carreaux. Le hurlement des cornemuses naines emplit l'air au-dessus de la plaine. Au moins, certains d'entre vous ont conservé leur bonne humeur. C'est le soir. Vous vous êtes arrêté sur une plaine en bordure de forêt. 1 heure plus tard, les troupes royales vous ont rejoint avec de nombreux hommes, leurs tentes et leurs étendards. Leur présence vous rassure. Vous avez installé votre tente et vous fumez la pipe avec vos compagnons, assis près du feu. Demain, la bataille vous attend. Vous ne pouvez plus faire demi-tour. Qui sait, cette soirée pourrait bien être la dernière. Pour le moment, le moral est au beau fixe, aussi bien dans vos rangs que parmi les troupes royales. Où est Caïr ? Demande le jeune Nali. Le conseil est terminé ? Me voilà, me voilà. Caïr Macbru, capitaine de la compagnie naine libre, pénètre dans le cercle des guerriers et s'assoit sur une souche vacante, pile en face de vous. Demain, nous nous chargerons du flanc gauche, explique-t-il rapidement, avant d'ajouter. Il paraît que les Formoirs se sont joints à l'ennemi. Un silence pesant s'abat sur les guerriers. Nul n'ose prendre la parole. Nali finit par se lever et cracher en grimaçant. Les fils de chef, quelle sale engeance, nom d'un chien! Au moins les chroniques raconteront clairement qui avait raison et qui avait tort dans ce conflit, ajouta-t-il après un moment en se rasseyant. À ton avis, Timine, on aura le beau rôle ou non? Ça dépend si on gagne ou si on perd, répondez-vous sans détacher votre regard des flammes. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Et puis quelle différence qu'on ait le beau rôle ou non. Nous, on doit patauger dans la boue, manier la hache, fracasser les crânes, c'est notre métier. C'est la guerre. Quand on change d'approvisionnement, on doit dépouiller des paysans. Après une bataille, on doit achever nos adversaires. On pourra en parler longtemps, mais à quoi bon? Il y a déjà bien assez de chants à ce sujet. N'importe quoi, s'offusque le vieux Bormire. Je n'apprécie pas ce genre d'humour noir, surtout avant une bataille. Tu es bien le seul à vouloir plaisanter. On va se coucher. La sagesse de l'âge a parlé, répond Caïr. Tout le monde dans sa tente. Une journée importante nous attend. Cette nuit, vous rêvez de votre royaume sous la montagne natale, ainsi que des moments où votre père était de retour. Il était mercenaire et rentrait 1 fois par an pour amener de l'argent. Il disait toujours ne pas être fait pour la mine et préférait mourir d'un coup de hache plutôt que d'une maladie pulmonaire. Quand votre père était absent, vos frères et vous n'écoutiez pas votre mère. Vous n'aviez de cesse de partir en expédition en dehors de la ville. Vous vouliez être comme lui. Votre mère s'énervait et désespérait à chaque fois que vous rentriez, sale, les vêtements déchirés. Vous vous faisiez sévèrement réprimander, mais un repas chaud vous attendait toujours. Vous rêvez d'une de vos aventures. Vous gravissez l'escalier raide du mont de l'écoute, pas à pas, mais les marches semblent infinies. Après un moment indéterminé, vous atteignez le sommet et regardez en direction du nord. Au loin, vous apercevez la silhouette d'une tour noire. Vous la regardez longtemps, trop longtemps. Une clameur inconnue vous arrache soudain au sommeil. Vous saisissez votre hache et vous précipitez dans la nuit. Le camp est sens dessous-dessous. La tente royale flambe au centre de la place. Des soldats courent dans tous les sens. Tout le monde crie d'éteindre l'incendie, d'attraper l'ennemi, de se battre dans une cacophonie épouvantable assortie de jurons.
À la lumière du feu, vous apercevez Nali qui arrive au pas de course. « Qu'est-ce qui se passe » criez-vous pour vous faire entendre malgré le chaos. « Le roi est attaqué » répond Nali en courant. « Un espion a infiltré le camp et a mis le feu à la tente royale. Heureusement, le souverain est sain et sauf. Tous ceux qui sont encore vivants doivent chercher le responsable. » Il menace du poing le saboteur inconnu et disparaît dans les ténèbres. Vous restez immobile un instant pour rassembler vos pensées quand soudain vous avez l'impression d'apercevoir du mouvement entre les arbres. Si vous souhaitez vous précipiter dans les ténèbres pour attraper l'espion, testez votre dextérité. Si vous préférez vous faufiler prudemment et lentement pour fouiller les buissons, testez votre sagesse. Si vous souhaitez lancer votre hache en direction de l'ombre indistincte, 18. Si vous souhaitez appeler les renforts, 19. Si vous estimez que ce n'était qu'une impression, vous pouvez retourner dans votre tente pour vous reposer avant la bataille. Après tout, le roi est en sécurité. Et bien voilà, ce premier paragraphe est terminé. Et ma foi, je trouve ça très intéressant pour l'instant. On a plein de choix dès le premier paragraphe. Ça me paraît très bien écrit. Le style me paraît bon pour une traduction. Parce qu'il y a toujours une petite déperdition dans les traductions. Alors c'est traduit du polonais, je suppose. J'aurais bien aimé voir ça. Relecture Antoine Prono. PAO, ça ne nous intéresse pas. Test, première édition française. Qu'on rend hommage quand même au traducteur, s'il est là traduit par Anna Sarapuk. Eh bien, je pense qu'elle a fait un bon boulot. Voilà pour ce livre-jeu Les Tisseurs de Rage. Donc ce n'est pas un test, hein, c'est juste une présentation. Il est assez tard ici. J'aurais bien fait une première partie pour tout vous dire parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas mal. Absolument, mais ça sera pour un petit peu plus tard. Tant de choses à faire. Et puis à chaque fois, lire un livre, c'est pas anodin. Hein, c'est pas une partie de jeu de société. C'est beaucoup plus long de terminer un livre que de terminer une partie de Terraforming Mars. D'où ma difficulté à arriver au bout des livres-jeux que je teste sur la chaîne, puisque alors c'est pas plus mal parce que si j'arrive pas au bout du livre, il n'y a pas du tout de spoil sur la fin du livre. Il y a au moins cet avantage-là. Mais pour que ma chaîne soit complète, j'aimerais bien arriver au bout des ouvrages que je commence. Bon, voilà, je digresse. Je vous laisse à vos lectures et puis j'espère à bientôt sur la chaîne Livre Adventure TV. Ciao.